Ce soir, l'une des semaines les plus chargées pour les voyages commence avec des milliers de retards et d'annulations de vols. Le grand et magnifique projet de loi du président se rapproche lentement de l'approbation du Sénat. Et la frayeur pour Beyoncé qui a interrompu son spectacle. Nous commençons avec ce qui pourrait être la semaine de voyage la plus chargée des 15 dernières années. Certaines des principales compagnies aériennes peinent à revenir à l'heure après plusieurs jours de retard et d'annulation. Pour aggraver les choses, plusieurs tornades dans le haut Midwest, où une nouvelle vague de violentes tempêtes pourrait perturber les déplacements et influencer le prix de l'essence pour les automobilistes. Notre équipe couvre tout cela. La session marathon du Sénat fait avancer de justesse le méga-projet de loi du président Trump. Les démocrates obligent les greffiers à lire l'intégralité du texte, près de 1000 pages. Ce que cela signifie pour les impôts et quels programmes seront supprimés. Les dirigeants républicains s'activent pour obtenir les voix nécessaires à l'adoption finale. Et nouveau rebondissement alors qu'un républicain clé, critique du projet de loi, annonce qu'il ne se représentera pas. Également ce soir, des manifestations contre un centre de rétention pour migrants prévu dans les Everglades de Floride, surnommé l'Alcatraz des alligators. Pourquoi les écologistes et les Amérindiens unissent leurs forces pour combattre ce projet? De nouvelles photos satellites montrent des ouvriers de retour sur le site nucléaire de Fordow, en Iran. Un haut responsable s'exprime sur la rapidité avec laquelle l'Iran pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium. Le président Trump se prépare à rencontrer les principaux responsables israéliens tout en exigeant la fin de la guerre à Gaza. La scène dévastatrice à l'extérieur de Philadelphie. Une explosion mortelle détruit 3 maisons. Un dysfonctionnement terrifiant alors que Beyoncé se produisait dans sa ville natale. La voiture dans laquelle elle se trouvait a commencé à pencher dangereusement au-dessus de la foule. Comment cette frayeur en plein vol s'est terminée? Une vidéo spectaculaire montre une femme drissant d'un pont-levis à Miami. Des Américains défilent à Wimbledon. 35 sont prêts à concourir au Roland Grand Club. Ce que font les organisateurs pour essayer de protéger les joueurs de la chaleur estivale. Et des célébrations d'un bout à l'autre du pays. La fierté s'affiche partout dans le pays. Depuis le siège mondial et les studios d'ABC News à New York, voici le World News Tonight, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité mondiale. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre en ce dimanche. Je suis Lindsay Davis. Nous commençons ce soir avec la ruée des voyages du 4 juillet, qui s'annonce comme la semaine la plus chargée en déplacement depuis 15 ans, alors que certains aéroports du pays font déjà face à des retards persistants et des annulations. De violents orages ont forcé Delta Airlines à annuler des centaines de vols dans son plus grand hub à Atlanta. Des voyageurs se sont retrouvés temporairement bloqués alors que d'autres grands centres de transit, dont Dallas, Washington et Charlotte, ont été touchés par des retards, des annulations et des interdictions de décollage. Plusieurs tornades ont frappé le Minnesota et le Dakota du Sud ce week-end, alors que d'autres violents orages sont attendus dans les plaines et le Midwest supérieur. Notre équipe météo est prête avec les prévisions. Mais d'abord, Fête Abub Dobéfé nous emmène en direct de l'aéroport LaGuardia de New York. Ce soir, des millions de personnes sont en mouvement à l'approche d'une nouvelle vague de voyages qui pourrait battre des records pour les vacances. L'AA prévoit que 72 millions d'Américains devraient parcourir au moins 80 km de chez eux pour les célébrations du 4 juillet. L'une des plus grandes compagnies aériennes du pays, Delta, connaît un début de vacances mouvementé. De puissants orages à Atlanta vendredi ont paralysé les opérations de Delta, obligeant la compagnie à détourner plus de 90 vols vers d'autres aéroports. Certains contrôleurs aériens de l'aéroport le plus fréquenté du monde ont dû évacuer à cause des vents violents. Au sol, vous vous souvenez, vous avez dû évacuer la tour, c'est bien ça? Delta a brièvement retiré plus de 100 avions pour des inspections de dommages et annulé des centaines de vols en raison des vents violents et de la grêle. Pour un 3e jour, des voyageurs frustrés sont restés à attendre des heures dans les aéroports. Je suis très fatigué. J'essaie juste de dormir un peu. Ces problèmes de voyage semblent maintenant s'atténuer. Delta a déclaré à ABC News que ses opérations étaient stables aujourd'hui, sans impact supplémentaire prévu. La FAA prévoit que cette semaine pourrait être la plus chargée dans les airs depuis 15 ans. La majorité des voyageurs pour les vacances évitent cependant les aéroports et prennent la route. Plus de 61 millions d'Américains devraient voyager en voiture, les prix de l'essence ayant baissé de 3 cents depuis la semaine dernière. La moyenne la plus basse pour le 4 juillet depuis 2021. Mais des intempéries pourraient gâcher certains plans. Plusieurs tornades ont frappé le Minnesota et le Dakota du Sud ce week-end. Et l'un sait, un test de taille attend les aéroports et les compagnies aériennes jeudi. On s'attend à ce que ce soit la journée de voyage la plus chargée de ces vacances, avec plus de 50 000 vols en vol. Wafoué.
Alors, un conseil aux sages, essayez d'éviter de voyager jeudi. Ma foi, merci. Passons directement au météorologue Danny Beckstrom de notre station new-yorkaise WABC. Bonsoir à toi, Danny. Pouvez-vous chronométrer tout cela pour nous? Ouais, ce soir, une autre série de tirs s'annonce, avec des parties du haut Midwest et des plaines dans le Mille. On parle de plusieurs vagues à travers plusieurs États. Des veilles d'orages violents sont en vigueur en ce moment de Denver, Colorado, jusqu'à Green Bay, Wisconsin. Notre principale préoccupation sera les rafales de vent destructrices, mais ces orages peuvent aussi produire des pluies torrentielles susceptibles de provoquer des inondations éclairs. Une veille d'inondation éclair est également en vigueur à Kansas City. Voici un aperçu de la zone à risque. Nous prévoyons plusieurs vagues qui nous mèneront jusqu'à l'heure de pointe de lundi matin. Maintenant, en avançant vers la semaine de vacances. Pour une grande partie du pays, c'est une configuration assez saisonnière. Cela signifie une chaleur estivale et des orages épars. Cela pourrait poser quelques problèmes pour les feux d'artifice vendredi dans certaines parties des plaines et de la côte sud-est. Mais ici, dans le nord-est, l'Insee, les choses s'annoncent vraiment super en vue du 4 juillet. D'accord, on croise les doigts, Dami. Merci. Passons maintenant au drame et à la nuit blanche sur Capitol Hill. Le Sénat a de justesse fait avancer le soi-disant Big Beautiful Bill du président Trump, mais il reste encore beaucoup de travail pour faire adopter le projet de loi sur la réduction d'impôts et les dépenses. Un sénateur républicain ressent la pression après s'être opposé à la législation. Voici Joe O'Brien d'ABC, de retour ce soir sur Capitol Hill. Ce soir, à la veille d'une série marathon de votes sur le soi-disant Big Beautiful Bill du président Trump, un rebondissement spectaculaire. L'un des opposants républicains les plus virulents au projet de loi, suscitant la colère de Trump, a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Le sénateur Tom Tilly, l'un des deux républicains à avoir voté contre l'avancement du projet de loi phare de Trump la nuit dernière, a écrit que sa décision de ne pas briguer un troisième mandat n'est pas un choix difficile. Quelques heures plus tôt, Trump s'en était pris au sénateur républicain pour son opposition à la législation dans un long message sur les réseaux sociaux, menaçant de soutenir des adversaires lors des primaires contre lui et affirmant qu'il avait commis une grosse erreur pour l'Amérique. Tilly, inquiet des coupes proposées dans Medicaid par le projet de loi, avertit désormais que les législateurs favorables au bipartisme et les indépendants sont, je cite, en voie de disparition. Après une impasse au Sénat, le méga-projet de loi de Trump a finalement progressé, franchissant un obstacle procédural clé juste avant minuit, après qu'un opposant républicain, le sénateur Ron Johnson, soit passé du non au oui. 3211 de la sécurité nucléaire. Les démocrates, n'ayant pas le nombre suffisant pour bloquer l'agenda de Trump, ont retardé le vote final au Sénat en imposant la lecture de l'intégralité du projet de loi, d'environ 1000 pages, toute la nuit. Cela a pris plus de 15 heures. Alors qu'il insistait auparavant pour que le projet de loi soit adopté avant le 4 juillet, Trump reconnaît désormais que cela pourrait ne pas être possible. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que si on a 2 jours ou 5 jours de retard, tout le monde nous dira « Oh, il y a une erreur énorme ». Quoi qu'il en soit, tant qu'on l'a, c'est très important. Pièce maîtresse de l'agenda législatif du président, le projet de loi prévoit environ 4 000 milliards de dollars de réduction d'impôts et tient certaines promesses clés de campagne, comme l'exonération d'impôts sur les pourboires et les heures supplémentaires. Les républicains tentent de compenser le coût en réduisant des programmes comme Medicaid, ce qui pourrait entraîner la perte de couverture santé pour environ 11,8 millions d'Américains au cours de la prochaine décennie, et en supprimant les incitations à l'énergie propre instaurées sous Biden, comme les crédits d'impôt pour les panneaux solaires, essentiels pour des petites entreprises comme celle de Nika Gold Markel à Philadelphie. Il dit que certains de ses employés ont voté pour Trump. Et je crains que nous soyons obligés de réduire de moitié la taille de notre entreprise. 30 emplois pour 16 employés. On parle de 30 emplois. C'est exact. Je veux dire, ça fait mal de dire ça. Pendant ce temps, le milliardaire Elon Musk critique à nouveau le projet de loi, s'inquiétant des estimations non partisanes selon lesquelles il ajouterait plus de 3 000 milliards de dollars à la dette nationale et qualifiant les coupes dans les initiatives éoliennes et solaires, je cite, d'« absolument folles et destructrices ». Jay O'Brien nous rejoint maintenant depuis le Capitole. Jay, on apprend ce soir que le président Trump a lancé un nouvel avertissement à tout autre républicain qui s'opposerait à ce projet de loi. Qu'a-t-il dit? Oui, l'Insee, après cette annonce surprise de Tilly, le président Trump a adressé un message à tous les républicains intransigeants qui pourraient s'opposer aux dépenses prévues dans ce projet de loi, avertissant, je cite, « N'oubliez pas, il faut encore vous faire réélire. N'allez pas trop loin. » Le chef de la majorité au Sénat, John Thune, ne peut se permettre de perdre que 3 républicains lors de ce vote final, qui devrait durer jusqu'à demain, et s'il sort du Sénat, ce projet de loi devra retourner à la Chambre où la version originale n'a été adoptée que par une seule voix.
l'INSEE. G. Nari. Passons maintenant aux manifestations contre un nouveau centre de détention dans les Everglades de Floride, surnommé Alligator Alcatraz. Les leaders autochtones sont en première ligne des manifestations, affirmant que cela empiète sur des terres sacrées protégées. Les écologistes s'opposent également à la construction. Voici Selena Wang, correspondante principale à la Maison-Blanche pour ABC. Ce soir, des manifestants occupent les rues pour protester contre le projet de transformer un aérodrome isolé des Everglades en nouveau centre de détention pour migrants. Les responsables annoncent que les opérations débuteront mardi et que le site pourra accueillir jusqu'à 5000 personnes. Des tentes blanches sont déjà visibles. Nos dépendent de ces Everglades, vous savez, amener cette installation ici perturbe tout. Des militants écologistes se joignent aux Amérindiens pour réclamer la protection de leurs terres ancestrales, alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, poursuit son projet. Clairement, d'un point de vue sécuritaire, si quelqu'un s'échappe, il y a beaucoup d'alligators auxquels il faudra faire face. Personne n'ira nulle part, vous savez, une fois que vous faites ça. C'est aussi sûr et sécurisé que possible. Le département de la sécurité intérieure laisse entrevoir ses plans pour ce qu'ils appellent l'Alcatraz des alligators, une installation qui s'inscrit dans les efforts du président Trump pour intensifier les expulsions en augmentant la capacité de détention. Dans des mesures hautement controversées, Trump a déjà envoyé des migrants à la baie de Guantánamo et dans une méga-prison au Salvador. Ces dernières semaines, des arrestations plus violentes ont été filmées d'un bout à l'autre du pays. Cet homme a été plaqué au sol et arrêté par des agents de l'ICE en Californie, alors que ses 3 fils sont tous des Marines américains. Et il y a seulement quelques jours, la Cour suprême a décidé de limiter de façon spectaculaire la capacité des juges fédéraux à contrôler le pouvoir présidentiel, permettant ainsi à Trump d'aller de l'avant avec ses plans pour mettre fin au droit du sol, même si la bataille juridique se poursuit. J'ai parlé à cette mère enceinte sans papier qui ne voulait pas montrer son visage à la caméra. Elle me confie qu'elle est incertaine et effrayée, même si son bébé sera protégé par la décision puisqu'elle fait partie de l'un des groupes plaignants dans l'affaire. Mais elle dit qu'elle a peur pour tous les autres enfants nés sur le sol américain qui pourraient ne pas devenir citoyens. Et l'INSEE, l'administration Trump met fin au statut de protection temporaire pour des centaines de milliers d'immigrants haïtiens, affirmant que le pays est désormais assez sûr pour qu'ils y retournent. Mais le département d'État continue de mettre en garde les Américains contre tout voyage en Haïti en raison de la violence des gangs, des meurtres et de la criminalité. L'INSEE. Selena Wang de la Maison-Blanche, merci. Nous avons des nouvelles de dernière minute ce soir pour nos téléspectateurs de l'Ouest. Des informations font état d'une fusillade près de Coeur d'Alene, dans l'Idaho, alors que les pompiers intervenaient sur un feu de broussailles. Allons directement voir Zarin Chadab-Effet à Los Angeles ce soir. Zarin, que peux-tu nous dire? Le groupe Person sera des pompiers. Tout cela se passe dans une zone rurale du nord de l'Idaho, près de Coeur d'Alene. Ils disent que s'ils ne parviennent pas à neutraliser le suspect rapidement, cela pourrait durer plusieurs jours. Ils affirment que le ou les suspects tirent actuellement avec un fusil de haute puissance. Le shérif du comté dit qu'ils ne savent pas combien il y a de victimes ou de suspects. Le shérif précise que leur montagne n'est pas sécurisée. Il pense que des personnes sont encore coincées et il exhorte la population à éviter la zone. Le gouverneur de l'Idaho qualifie cela d'attaque aux dires et directe contre nos courageux pompiers. Des dizaines de membres des forces de l'ordre sont désormais sur place et le FBI apporte son aide. Les habitants du secteur ont reçu l'ordre de rester chez eux, l'incendie prenant de l'ampleur car ils ne peuvent pas mobiliser de moyens pour le combattre. Un hélicoptère de police survole toujours la zone pour tenter de localiser le suspect. Larson Bekrut tombe chaotique. Linsa. C'est une histoire horrible, Tarim. Merci. Et ce soir, le président Trump appelle à la fin de la guerre à Gaza. Le président a posté sur son réseau social « Conclut un accord pour récupérer les otages ». Allons directement à Marcus Moore d'ABC à Tel Aviv ce soir. Et Marcus, donnez-nous un contexte expliquant pourquoi le timing de ce projet est si unique. Eh bien, l'INSEE, c'est unique parce que le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël a ravivé l'espoir qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu à Gaza. Et le Premier ministre Netanyahou envoie l'un de ses principaux conseillers rencontrer des responsables à Washington. Comme vous le savez, le président Trump appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, alors que le nombre de victimes continue d'augmenter là-bas. Le ministère de la Santé affirme que plus de 80 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures lors de frappes aériennes israéliennes et 18 personnes sont mortes en tentant de rejoindre des centres de distribution d'aide à Gaza. Donc l'INSEE,
La situation reste critique. Et Marcus, tant que nous vous avons, quelles sont les dernières informations concernant l'évaluation des dégâts dans l'une des installations nucléaires iraniennes qui a été ciblée lors de la mission américaine il y a un peu plus d'une semaine? Oui, il y a tout juste une semaine, l'INSEE, les États-Unis ont envoyé des bombardiers BE-2 qui ont largué une douzaine de bombes anti-bunker sur l'installation nucléaire de Fordow. Et il est à noter que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que, selon l'agence, l'Iran pourrait reprendre l'enrichissement de l'uranium en quelques mois. C'est assurément très différent de l'évaluation partagée par le président Trump. Et les commentaires de l'AIEA interviennent alors que, des images satellites montrent une nouvelle activité sur le site nucléaire de Fordow. Et l'INSEE, il faut aussi noter qu'en réponse aux frappes, les parlementaires iraniens ont suspendu leur coopération avec l'AIEA. Marcus Moore à Tel Aviv pour nous ce soir. Merci, Marcus. De retour ici aux États-Unis, une explosion mortelle et un incendie dans une maison à Philadelphie. 3 maisons se sont effondrées, 2 femmes ont été extraites de l'une d'elles, elles sont toutes les 2 hospitalisées. Les équipes ont ensuite découvert le corps d'une autre femme. Voici Perry Russon de BC. Ce soir, les pompiers de Philadelphie enquêtent sur l'effondrement de 3 maisons dans ce quartier, qui a coûté la vie à une femme et blessé 2 autres. C'était un effondrement total, au moins 3 étages. Les enquêteurs disent que des voisins ont signalé avoir entendu une forte explosion vers 5 h du matin. Rocky Dodson habite à proximité. J'étais assis dans le salon en train de regarder la télé et tout à coup, j'ai entendu comme un boom. L'explosion était si puissante qu'elle a arraché la porte d'entrée de l'autre côté de la rue. On peut voir des débris sur les maisons voisines, des fenêtres et des portes soufflées dans les maisons tout le long du pâté de maisons. Nous ne savons pas si le bruit fort provenait de l'effondrement des propriétés ou s'il venait d'autre chose. Les pompiers évacuent au moins 10 maisons qui, selon eux, présentent désormais des problèmes de stabilité. Nous allons quadriller toute cette résidence affectée derrière nous en allant littéralement brique par brique. Les pompiers affirment que c'est lors de leur recherche secondaire qu'un chien de recherche a trouvé une femme âgée morte dans les décombres. L'INSEE. Les autorités affirment que les 2 femmes blessées sont dans un état stable et dans un état critique. Des enquêteurs fédéraux étaient sur les lieux aujourd'hui. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué l'effondrement de ces maisons. L'INSEE. Perry, merci. Passons maintenant à ce moment bouleversant lors d'un concert de Beyoncé à Houston. La superstar s'élevant au-dessus de la foule dans une Cadillac rouge enveloppée de velours lorsqu'elle s'est inclinée. On peut entendre Beyoncé dire « stop » à plusieurs reprises dans une vidéo capturée par des fans. Les membres de l'équipage l'ont rapidement descendue au sol. La chanteuse a alors dit aux spectateurs « Je veux vous remercier de m'aimer, et si je tombe, je sais que vous me rattraperiez ». Il y a encore beaucoup à venir ce dimanche dans World News Tonight, notamment ce moment terrifiant où une femme est tombée d'un pont-levis ouvert. Ce soir, des témoins ont assisté, horrifiés, à la chute d'une femme d'un pont-levis à Miami, selon notre affilié WPLG. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la montre essayant de s'accrocher lorsque le pont Brickell s'est ouvert samedi matin, mais elle a glissé jusqu'en bas, atterrissant sur le tablier. Les enquêteurs affirment que la femme a subi de graves blessures aux jambes. À notre retour, direction Wimbledon, où des dizaines d'Américains sont prêts à participer au plus ancien tournoi de tennis du monde. Les meilleurs joueurs de tennis du monde s'apprêtent à s'affronter sur le gazon de Wimbledon pour la 138e fois, et les États-Unis sont bien représentés. Il y a 35 Américains en lice. Lama Hassan d'ABC nous rejoint depuis le All England Club. Bonjour, Lama. Eh bien, c'est cette période de l'année, l'INSEE, où les meilleurs joueurs de tennis de la planète viennent ici même pour jouer à Wimbledon. Et cette année, la délégation américaine est solide, avec un nombre record de joueurs américains. Au total, 35 participent au tournoi, dont Coco Gauff, tout juste sortie de sa victoire à Roland-Garros, ainsi que Madison Keys. Rappelez-vous, elle a remporté son tout premier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie. Toutes deux cherchent à poursuivre leur série de victoires. Côté homme, gardez aussi un œil sur Taylor Fritz ainsi que Tommy Paul, qui ont tous deux atteint les quarts de finale ici à Wimbledon l'année dernière. Non seulement il fera chaud sur le court, mais il fera chaud partout. Une vague de chaleur s'abat sur le Royaume-Uni, avec des températures prévues atteignant un étouffant 33 degrés Celsius. Le All England Club va mettre en place leur règle spéciale canicule. Tous ceux qui jouent sur des courts sans toit rétractables auront droit à une pause de 10 minutes lorsque la température atteindra 30 degrés Celsius. Donc, je pense qu'on peut dire sans risque que ça va chauffer ici à Wimbledon, l'INSEE. Bien dit, Lama. Merci. La couverture de Wimbledon par ESPN commence lundi à 6 h du matin, heure de l'Est, sur ESPN et Disney+. À notre retour, les Américains célèbrent la fierté. Enfin ce soir, la fierté s'affiche d'un bout à l'autre du pays.
de New York à San Francisco, en passant par Chicago. Enveloppées de couleurs arc-en-ciel et affichant leur fierté, des villes à travers tout le pays ont célébré les communautés LGBTQ+, avec des défilés pour clôturer le mois de la fierté ce week-end. Des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Cincinnati samedi. Malgré la chaleur, les organisateurs estiment que la participation de cette année a dépassé celle de l'an dernier. Cela montre que la fierté est plus importante que jamais auparavant. Certains attribuent l'affluence dans tout le pays à la résilience de la communauté, malgré les réactions négatives à l'échelle nationale. On ne va pas nous effacer, ni nous faire taire ou réduire au silence. Tracy et Anthony Burns participent à la fierté de Cincinnati depuis 3 ans, offrant des câlins gratuits de maman et papa pour que chacun se sente aimé. Recevoir un câlin d'un papa, même si ce n'est pas leur père biologique, ça crée une sorte de connexion instantanée. À Saint-Pétersbourg, des centaines de milliers de personnes ont célébré lors du 23e festival annuel de la fierté. C'est la plus grande affluence que j'ai vue. Pour beaucoup de participants, ils disent que la fierté fait se sentir accepté. C'est important de célébrer pour qu'ils voient des représentations. C'est être présent, être visible et montrer son soutien à ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je suis Lindsay Belvis, à New York. Bonne nuit. Merci d'avoir fait The World News Tonight avec David Muir, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.